Donc, bonsoir à toutes et tous à ce nouveau rendez-vous des pros, co-organisé entre Twiza et un professionnel du réseau. Ce soir, on accueille Gurun qui va nous parler des paillourts et de comment se lancer dans, enfin voilà, tous les prérequis ou toutes les choses à savoir quand on veut se lancer dans un projet de paillourt. Je crois que j'ai fait l'introduction. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit à ceux qui sont déjà rentrés, merci de rester avec le son désactivé et d'utiliser le chat si vous voulez intervenir. Et à la fin de ce moment de présentation de Gurun, si on a encore du temps de disponible, peut-être qu'il y aura un temps d'échange avec lui et vous pourrez poser des questions en prenant la parole dans cette vidéo, enfin dans cette vidéo, dans la visio. Mais voilà, tant que c'est Gurun qui a la parole, on vous recommande de garder le son désactivé. Eh bien, à toi de jouer, Gurun, je te laisse la parole. Bonjour, et puis merci Amy, et merci Twiza de me donner l'occasion de partager ça plus largement que dans mes petits stages. Voilà, donc le programme, c'est effectivement de parler de construction de paillourt. En fait, j'ai fait un petit plan là pour ce partage. L'idée, ça va être de commencer par une petite introduction. Je vais montrer quelques photos pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, quoi. Et ensuite, je vais parler brièvement de l'historique, comment j'en suis venu, moi, à construire d'abord ma paillourte, puis à transmettre ça dans des stages ou à accompagner des personnes qui souhaitent construire aussi ce genre de construction. Donc voilà, un petit historique. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'esprit paillourt aussi, c'est-à-dire quelles valeurs m'ont animé dans la recherche de cet habitat, dans la conception de cet habitat, je veux dire. Et puis, voilà, ce sera tout pour l'introduction. Euh, Après, on va aller directement aux questions que Théo de Twiza m'a envoyé. En fait, il m'a envoyé les questions des premiers qui s'étaient inscrits, quoi. Je sais plus, il a fait ça vendredi, donc voilà, ceux qui sont inscrits depuis, j'ai peut-être pas eu leurs questions, mais franchement, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc j'ai fait une première partie où il y a les 10 questions les plus fréquentes, qui sont celles que pose quasiment tout le monde. Et puis après vous avoir fait un petit déroulé des étapes principales de la construction, euh, on parlera de quelques questions plus précises, peut-être plus anecdotiques, voilà, qui ont été posées par des personnes qui se sont inscrites pour ce soir. Et puis, on laissera une partie aussi voilà, pour des questions interactives, peut-être en fin de session, quoi. Voilà, donc on va essayer de faire tout ça en 1 heure et demie. Moi, j'ai habitude de parler des paillourtes là plutôt sur 2 ou 3 jours en fait lors de mes formations. Donc c'est un exercice de style de faire tout ça en 1 heure et demie, mais on va essayer. Donc je vais commencer voilà par vous afficher le plan, euh, partager l'écran. Toc. Voilà, donc c'est le plan que je vous disais. On va commencer par voir quelques photos, puis l'historique et puis l'esprit paillourt. Ensuite, les 10 questions les plus fréquentes. Après, on verra les 7 étapes, les 7 étapes de la construction, et puis les quelques questions plus spécifiques. Et puis on pourra faire une petite conclusion. Donc, on va commencer par les photos. Je vais partager ça comme ça. Hop. Donc, je ne sais pas si c'est la première, ça. Oui, c'est ça. Bon, voilà un exemple Alors, c'est en fin de chantier, mais c'est pas encore tout à fait fini. Mais c'est une toute petite paillourte. Là, c'est une des plus petites que j'ai faites. Je crois qu'elle fait 12 mètres carrés. Ça doit faire 4 mètres de diamètre intérieur. La toiture est pas encore végétalisée. En fait, c'est un petit cabinet pour une thérapeute, quoi. Bon, on voit, il y a des photos normalement de l'intérieur. Voilà, je vais pouvoir les faire défiler.
Donc ça, c'est la porte d'entrée. Et puis quelques photos d'intérieur. Donc ce sont des enduits terre au mur. Et puis au sol aussi, c'est une dalle en terre avec un enduit terre imperméabilisé. Voilà. On aperçoit la charpente, on la voit mieux là, donc la fameuse charpente réciproque avec le puits de lumière au milieu. Ça, c'est une autre paillourte, assez petite aussi, 4,50 m, avec aussi un sol en terre crue. Donc là, c'est des photos de l'intérieur directement. Un sol en terre crue qui vient d'être imperméabilisé, là. Ça, c'est la première paillourte, c'est celle que j'habite encore aujourd'hui. Donc la toiture n'est pas végétalisée là non plus. On voit une extension à droite qu'on a faite 5 ans après la construction. Et là, à gauche, il y a une autre extension qu'on a faite presque 15 ans, ouais, 12-13 ans après la construction. Donc ces extensions, voilà, ont été faites au fur et à mesure que la famille s'est agrandie. Ça, c'est celle de mon voisin qui est bien végétalisée, qui se perd presque dans la végétation qu'il y a derrière. Ça, c'est chez Richard et Corinne. Donc, c'est un exemple de paillourte très, très vitrée, quoi. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut vitrer? Est-ce que ça peut être lumineux? Donc là, toute la façade sud est vitrée. Euh, donc voilà quelques photos pour commencer. Et on va revenir à, à l'exposé. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant que je partage l'écran. Bon, on va voir. Euh, voilà, donc un petit historique. Donc, ce que je dis souvent, et puis peut-être vous avez lu aussi ma présentation vite fait sur ma page pro sur Twiza. En gros, je dis que je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père était et est toujours constructeur. Il était en train de construire et rénover notre maison quand je suis né. Donc, voilà, je suis né sur un chantier. J'ai vécu toute mon enfance sur un chantier. Je l'ai accompagné sur d'autres chantiers. Voilà, donc j'étais un peu baigné là-dedans. Et puis vers 15 ans, j'ai découvert le bois terre-paille sur des chantiers de jeunes, quoi. Donc j'en avais pas assez à la maison. Donc pendant les vacances, j'allais aussi sur des chantiers de jeunes. C'était un chantier où comment dire, on construisait un village gaulois, enfin une, une sorte de reproduction quoi d'un village gaulois dans un centre de loisirs quoi. Et donc j'y ai passé quasiment toutes mes vacances de 16 ans à 22 ans. Et dès ma deuxième année là-bas, j'étais animateur chantier. Voilà. Donc, avec comme matériaux principaux le bois, la terre et la paille, quoi. Voilà, donc un petit peu plus tard, j'ai découvert la botte de paille comme matériau de construction. Bon, ça a été une première révélation. Dès que j'ai vu ça, d'abord dans des bouquins, puis en visitant des chantiers, ça a été clair pour moi que le jour où je construirais ma maison, ce serait en paille. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tout petit, en fait, je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient faire leur maison par des professionnels. Je pensais que tout le monde construisait sa maison lui-même. Donc, j'ai appris ça un peu plus tard, peut-être vers 10 ans, qu'il y avait des gens qui construisaient pas eux-mêmes leur maison. Donc, pour moi, c'était pas dans mon imaginaire non plus de faire appel à quelqu'un pour construire. C'était sûr que j'allais construire ma maison moi-même. Quand j'ai découvert la botte de paille, ça a été clair que ce serait en paille. Et puis, c'est pourquoi, du coup, je me suis formé notamment avec Tom Raven, qui est d'origine hollandaise, là, qui a fait pas mal pour la construction paille en France, avec son association Botte Mobile. Et puis, quelques années après, en 2004, là, j'ai découvert la yourte. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais j'ai eu l'occasion de vivre quelques mois en yourte. Et là, c'était la deuxième révélation, c'était que je voulais vivre dans un espace rond, en fait, que la forme de la yourte m'allait vraiment bien.
Donc, après ça, j'ai trouvé un terrain et puis on a décidé de se construire une maison dessus. Et donc, ça a été la yourte en paille, la paille yourte, quoi. Voilà, le petit historique euh, de comment j'en suis arrivé là. Et puis, très rapidement, il y a des gens à qui ça a plu, qui m'ont dit, ah, j'aimerais bien faire, est-ce que tu pourrais m'aider ou m'accompagner ou machin. Donc, j'ai commencé aussitôt, en fait, à accompagner des gens de façon informelle. En fait, au début, c'était surtout des copains. Et puis, petit à petit, comme je voyais qu'il y avait une demande, je me suis dit, ça peut peut-être être une activité, en fait, quoi, d'accompagner les gens dans leur chantier, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc après sur ce que j'appelle l'esprit paillourt, c'est bon voilà un petit peu les valeurs qu'il y a derrière et pourquoi je construis comme ça et pas autrement. Et ben en fait pour moi quand j'ai décidé de construire mon habitat, c'était important que cet habitat il soit simple, efficace, économe, autonome, personnalisé quoi, quelque chose qui me ressemble et puis que le chantier soit convivial quoi. Donc, voilà, tout ça c'était vraiment crucial pour moi. Et du coup, au niveau de la simplicité, pour que ce soit simple, déjà, il fallait pas que ce soit trop grand. C'est un chantier grand, c'est jamais simple. Donc, on est resté sur quelque chose au début, quelque chose d'assez petit, de 30 mètres carrés en fait. On était juste deux avec un bébé à venir. Mais, voilà, on avait testé une yourte de 25 mètres carrés et 30 mètres carrés, ça nous allait bien. C'était important aussi pour moi que les techniques soient simples, c'est-à-dire que qu'il y ait peu d'outils, que ce soit des choses que je savais déjà faire, que j'avais apprises, notamment sur mes chantiers au village gaulois, donc la paille, le terre-paille, le bois, des matériaux relativement bruts en fait, quoi, et faciles à mettre en œuvre. Et puis ouais, peu d'outils, quoi, et quasiment pas de machines. Ok, côté efficacité, c'était autant que ce soit que le chantier lui-même, la construction elle-même soit efficace, donc que ça puisse se faire en quelques mois, mais aussi que le résultat soit efficace au niveau thermique, quoi. Que ce soit pas une passoire thermique, qu'on puisse chauffer sans couper des dizaines d'arbres tous les ans, quoi. Et donc que ce soit économe autant au niveau du temps passé à la construire qu'au niveau de l'énergie dépensée pour construire et pour chauffer. Et puis économe en matériaux aussi, avec des matériaux si possible qu'on trouve autour de nous, quoi. Voilà, dans l'idée d'autonomie, c'est pas forcément l'habitat autonome au sens de couper des réseaux, etc. Quoique, en fait, c'est le cas, mais ce que je veux dire, c'est surtout être autonome vis-à-vis de l'industrie et vis-à-vis des banques. Donc, vis-à-vis de l'industrie en, en achetant peu de matériaux transformés par l'industrie et vis-à-vis des banques en faisant un habitat suffisamment simple pour que j'ai pas besoin d'emprunter pour, euh, pour réaliser mon habitat, quoi. Ensuite, quelque chose de personnalisé, c'est-à-dire que autant pour celles que j'ai faites pour moi et ma famille que pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui, enfin, je peux dire mes clients en quelque sorte, j'aime bien à chaque fois qu'on fasse en sorte de partir des rêves, des besoins et des envies des habitants futurs, quoi, plutôt que de partir des contraintes, quoi. Donc ça, voilà, c'est plus une démarche de construction de projet, de conception. Et donc, j'ai participé de près ou de loin à une quinzaine de paillourtes depuis le début. Et puis, il y en a pas deux pareils, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est simple à personnaliser. Et le chantier convivial, puisque vous êtes sur Twiza, j'imagine que vous êtes au fait des chantiers participatifs, etc. Pour moi, c'est important que non seulement il y ait une bonne ambiance, que ce soit agréable de construire ensemble, mais aussi qu'il y ait un partage, une transmission en fait, quoi, de savoir-faire. Donc voilà, donc tout ça, c'était le premier chantier que j'ai fait, c'était en 2006. Donc je ne sais pas si Twiza existait déjà, je crois pas. Je crois que j'ai vu Twiza se créer quelques années après. En tout cas, dès que j'ai eu connaissance de Twiza, ces valeurs-là correspondaient bien. Et du coup,
j'ai tout de suite participé et adhéré, quoi. Voilà pour l'introduction. Bah, maintenant, on va passer aux questions du coup que j'ai reçues. Ça va pour tout le monde, le rythme, je sais pas, c'est OK, ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est OK, une très bonne introduction. Merci beaucoup. d'accord. Et on me voit quand même, en fait, c'est ça, sur le Ouais, côté c'est bon, ça. On te voit. parce que ça, ça me ferait bizarre De juste de dérouler montrer un juste le PowerPoint. texte. Ouais, c'est ça. Je OK. comprends. Eh ben, je continue. Donc, les questions les plus fréquentes, il y a deux pages. Donc, il y a 10 questions qui reviennent vraiment régulièrement. Donc là, c'est les 5 premières. Alors, la première question, c'est la taille mini, mais surtout maxi. Des fois, on me demande c'est quoi le plus petit possible, mais souvent, on me demande c'est quoi la limite, quoi. Est-ce que ça va pas être trop petit pour moi, en gros. Et, et voilà, bah, en fait, la réponse courte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Après, quand euh, je sais pas comment dire ça. En fait, ça dépend de l'esprit aussi dans lequel on veut faire le chantier. C'est-à-dire que moi, dans l'esprit dans lequel j'ai envie de faire le chantier, par rapport aux valeurs notamment de simplicité que je vous partageais tout à l'heure, et ben pour moi, ça reste simple à partir du moment où c'est pas trop grand. Et là, je vois une limite, notamment sur la taille de la charpente. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà d'un diamètre de 7 mètres, la charpente, on va devoir utiliser vraiment des grosses sections de bois qui vont plus être manipulables à la main. On va devoir utiliser des engins de levage qui soient mécaniques ou manuels, mais voilà, des grues, des chèvres, des palans, etc. Et pour moi, ça enlève beaucoup de simplicité et aussi de convivialité, quoi. Ça devient un chantier vraiment technique. Donc, dans cette idée-là, je conseille aux gens que j'accompagne que le module principal fasse moins de 7 mètres de diamètre ou 7 mètres maxi, quoi, ce qui correspond à environ 40 mètres carrés. Mais si on a besoin d'un espace ou d'une maison plus grande, rien n'empêche d'avoir différentes extensions ou d'avoir deux modules comme ça, etc. Donc, en général, le cœur de la maison, la pièce à vivre, le séjour, va faire autour de 30-40 mètres carrés. Et puis, autour de ça, peuvent s'agencer des chambres, des salles de bain et d'autres pièces, quoi. Voilà pour le diamètre. Donc, c'est pas vraiment une limite, en fait, mais c'est juste un conseil pour que ça reste simple, quoi. Sur la hauteur, c'est pareil. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de rester de plein pied. Dès qu'on veut dépasser 3 mètres de mur, bah, il faut que les murs soient beaucoup plus solides, en fait, quoi, parce qu'ils vont avoir une prise au vent plus importante, un poids plus important, etc. C'est des contraintes supplémentaires. Du coup, moi, en général, je reste sur 5 hauteurs de bottes de paille maximum, ce qui donne à peu près des murs de 2,50 m. On peut éventuellement mettre 6. J'ai vu une paillote même avec 7 bottes de haut, parce qu'ils voulaient absolument mettre une mezzanine. Mais voilà, moi, je conseille plutôt de s'étaler au sol que de monter dans les étages, quoi. Mais encore une fois, c'est juste un conseil, un point de vue, et il y a pas d'impossibilité technique, quoi. La question suivante qui revient souvent, c'est le budget, quoi, le prix, combien ça coûte. Alors, ben, la réponse courte, c'est bah, ça dépend en fait, quoi. Et ça dépend, mais vraiment beaucoup de comment on veut s'y prendre. Est-ce qu'on fait tout en autoconstruction? Est-ce qu'on se fait accompagner? Est-ce qu'on va sous-traiter une partie des tâches à des entreprises ou des artisans? Donc déjà, là, voilà, ça va vraiment changer le budget. Et puis, selon quels matériaux on choisit aussi. Bon, les matériaux de base sont le bois, la terre et la paille. Mais le bois, ça peut être du bois brut, du bois rond, ou bien du bois qui vient d'une scierie, qui a été débité, scié, etc. Et là, bah, le bois, enfin, la différence de prix, c'est un facteur 50, en fait, quasiment, entre le bois brut et le bois scié.
Donc, ça peut vite changer. Ça dépend aussi si on est dans un esprit plus récup. On va essayer voilà, notamment sur les menuiseries, les portes, les fenêtres. Si on s'équipe tout ça en neuf, ben, c'est un budget aussi. Alors qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de personnes qui s'équipent en triple vitrage et qui du coup vendent leur double vitrage d'occasion à vraiment pas cher, quoi. Donc tout ça fait que le budget peut être très variable. Donc ce que je fais en général aux gens qui me demandent ça, c'est que je leur partage moi mon expérience. En fait, moi j'ai fait mon premier module de 30 mètres carrés avant de faire les extensions là. Il m'a coûté environ 4-5 000 euros de matériaux, hors portes et fenêtres, que j'ai fait uniquement en récupération. Mais ben, pour exemple, là, si j'avais acheté toutes mes portes et fenêtres double vitrage neuf, ben, je pouvais quasiment doubler le prix des matériaux, quoi. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est très variable. En général, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne au niveau matériaux, elles s'en sortent pour, selon la taille, entre 5 et 10 000 euros de matériaux, quoi. Selon la taille et selon les choix, en fait, récup ou neuf, etc. Après, ben, l'accompagnement, il peut être de zéro si on fait tout soi-même après avoir fait quelques stages ou quelques chantiers. Ou bien, classiquement, quand on se fait accompagner sur, je vois le dernier chantier là où la personne a rien fait seule, c'est-à-dire qu'elle était tout le temps accompagnée, ça lui est revenu à peu près à 6-7 000 euros d'accompagnement. Et puis après, il y a, ben, comme quasiment tout se fait en chantier participatif, ben, l'accueil des bénévoles, c'est aussi un budget, quoi. Et là, sur le dernier exemple, c'était autour de 5 000 euros, en fait, pour les 15 semaines de chantier. Il y a eu à peu près pour 5 000 euros de nourriture et autres fournitures d'accueil. Voilà. Bah, du coup, ouais, je parlais des 15 semaines. C'est la durée du chantier, c'est la question suivante. Combien de temps ça dure un chantier de pailloute? Ben, là aussi, c'est très variable, mais on va dire qu'il y a une moyenne autour d'une quinzaine de semaines, quoi. En général, ça s'étale sur, comment dire, sur plus que 3 mois. Moi, je conseille en tout cas de l'étaler plus que ça bah, pour que ça reste vivable pour tout le monde, en fait, quoi. Que ce soit pas trop intense. De faire plusieurs étapes avec des pauses, quoi. Ça permet aussi, si jamais on prend du retard, bah, de le rattraper sans se mettre trop de stress, quoi. Voilà. Donc, on va dire autour de 15 semaines de chantier. Mais en fait, moi, je dis aux gens de compter une année, en fait, quoi, entre faire ses plans, faire passer le permis, s'il est question de permis, organiser l'accueil, réunir les matériaux, etc. Donc voilà, ça se fait en général sur une petite année, quoi. En commençant au printemps, on peut se dire qu'on aura fini avant l'hiver, quoi. Euh, la question suivante, elle est sur la longévité. Donc, combien de temps ça peut durer une pailloute? Là aussi, ça dépend à quels soins on met à le faire, évidemment. Mais bon, si on respecte bah, toutes les règles de l'art, c'est une maison qui a une durée de vie égale à une autre maison, en fait. Il y a pas, en fait, elle va durer tant qu'elle sera entretenue, en gros, quoi. Donc, le recul qu'on a, ben, moi, ça fait la première, c'était en 2006. Donc, ça fait 17 ans et j'y vis toujours. Et bon, bah, tiens bon, quoi. Il y a pas trop de soucis. Après, c'était la première. Il y avait même des trucs qui étaient un peu expérimentaux. Donc, j'ai fait des modifications, etc. Il y a des choses que je fais plus du tout comme ça aujourd'hui. Et, et comme je le fais aujourd'hui, a priori, ça augmente la longévité et ça diminue la charge d'entretien pour les chantiers à venir, quoi. Voilà.
La question suivante, c'est le chauffage. Bon, bah, en général, les gens qui sont dans cet esprit-là de construire ce genre d'habitat, ils optent pour un chauffage au bois, quoi, un poêle. Je conseille un poêle de masse, mais un petit poêle de masse, enfin, en fonction de la taille de la maison, hein. Mais c'est vrai que bah, une pailloute, c'est quand même très bien isolé, et du coup, il y a pas besoin d'un poêle surpuissant, quoi. On verra ça un petit peu plus en détail peut-être tout à l'heure. Bon, je vais essayer de passer rapidement donc, on va voir les 5 autres questions. Oui, juste pour dire, la plupart du temps, c'est un chauffage au bois. Mais par exemple, c'est arrivé ben, pour un cabinet de thérapeute ou quoi, c'était pas pratique pour elle d'avoir un poêle à bois. Elle voulait quelque chose de plus réactif ou quoi. Et du coup, parce que c'est un endroit qu'elle chauffait pas tous les jours. Elle a opté pour un radiateur électrique à céramique et à bain d'huile, là, qui chauffe rapidement et qui consomme pas trop. Bon, voilà. En fait, on peut chauffer une paillote comme on veut, hein. La plupart du temps, c'est quand même le poêle à bois qui est choisi. La deuxième page de questions. Donc, il y a la question des extensions. Bah, vous l'avez vu sur les photos de ma maison. Il y a vraiment possibilité d'agrandissement, euh, soit dès le début, soit après la construction de la pièce principale. Euh, Bah peut-être, euh, ouais, je pense que je vais pas m'étendre là-dessus. On va plutôt voir si vous avez des questions précises sur les extensions après. Ça, ça sera plus simple. On me demande aussi souvent, ben voilà, sur quel terrain on peut construire une paillote. Alors, il y a deux façons de comprendre cette question. Il y a au niveau physique, quoi, sur quel type de terrain, et puis au niveau légal, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un terrain constructible, nanana. Donc, bah, pour ce qui est au niveau physique, euh, on peut construire une paillote sur à peu près n'importe quel terrain. On va la construire différemment selon la nature du sol, en fait. Donc sur un sol relativement stable, on va construire normalement. S'il y a beaucoup de pentes sur un truc un peu montagneux ou quoi, bah, peut-être que ça va être sur pilotis ou sur une terrasse, voilà. Et, euh, et si le sol est très instable, et ben on va faire un terrassement plus important. Mais voilà, donc il y a pas vraiment de contraintes à ce niveau-là, quoi. On me demande aussi par rapport à est-ce que sur un terrain humide, c'est possible? Oui, comme pour n'importe quelle maison, on peut construire sur un terrain humide, mais il faut le faire bien, en fait, quoi. Il faut drainer, faire un hérisson, etc. Donc ça, on verra les détails de fondation, drain, hérisson dans le déroulé des étapes tout à l'heure. Donc, a priori, voilà, on peut construire sur à peu près n'importe quel terrain et on va s'adapter en fonction de la nature du sol pour, euh, voilà, pour adapter les premières étapes de la construction, quoi, notamment les fondations et le drainage. Après, au niveau légal, eh ben, en France, pour construire légalement, il faut construire sur un terrain constructible, en fait, et avec une demande de permis, quoi. Il y a quelques exceptions, voilà, sur les stécales, des petites zones, des pastilles ou des choses comme ça. Mais globalement, voilà, c'est plutôt sur un terrain constructible qu'on peut construire légalement. Il y a aussi des exceptions parfois pour les agriculteurs, c'est-à-dire si leur exploitation nécessite leur présence, il est possible qu'on les laisse construire une habitation sur un terrain agricole, mais c'est de plus en plus rare. Voilà. Après, voilà, ça c'est si on veut construire légalement, ce qui n'est pas non plus une obligation. En fait, il y a des gens qui construisent illégalement. Et dans ce cas-là, ben, que le terrain soit constructible ou pas,
Enfin, en général, quand on construit illégalement, c'est sur un terrain non constructible. Ce serait quand même un petit peu du vice d'aller faire une construction illégale sur un terrain, enfin dans un lotissement ou dans un bourg. Mais voilà, c'est aussi une option. Je, bah, c'est celle que j'ai choisie, moi, hein. Il y a 16 ans, j'ai acheté un champ, un terrain agricole et j'y ai construit ma maison, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet, donc on va passer à la suite. Oui, on me demande souvent, est-ce que c'est un habitat léger, est-ce que c'est un habitat réversible, pour savoir sous quelle loi on tombe, etc. Bah déjà, ce sont pas des termes légaux, habitat léger, habitat réversible. C'est pas des cases qu'on peut cocher sur un permis de construire. Ce sont des choses qui sont mises en avant, notamment par des associations comme l'association Hameau Léger. Bah, le terme d'habitat réversible, je crois que c'est même eux qui l'ont. S'ils l'ont pas inventé, en tout cas, c'est eux qui l'ont fait connaître. Et donc, bah, la paillourde, c'est pas vraiment un habitat léger, hein, parce que même si la paille, c'est pas très lourd, il y a quand même des enduits de terre, du bois, etc. Donc, on se retrouve quand même avec une maison qui fait plusieurs tonnes, quoi. Par contre, réversible, oui. Après, il y a différents degrés de réversibilité, mais c'est vrai que la paillourde, si on la construit sans fondation en béton et sans dalles, etc., ce que je fais en général, bah, on peut considérer effectivement que c'est un habitat réversible. Mais encore une fois, ça, à part dans des stécales où il y a comment dire, un cahier des charges spécifique, le terme d'habitat réversible ne change pas grand-chose sur le fait que vous allez devoir demander un permis de construire si vous voulez faire une construction légale. Voilà. Après, ben, moi, la légalité, ouais, du coup, c'est pas mon fort. Enfin, j'ai pas vraiment creusé là-dedans. Du coup, sur tout ce qui est normes, etc., je suis pas la meilleure ressource. Bon, il y a des questions que j'ai quand même creusées pour pouvoir répondre aux personnes que j'accompagne, mais on peut trouver plus d'infos ben, auprès des urbanistes ou bien d'associations comme Hameau Léger. On va quand même parler des permis un petit peu, c'est la question suivante. Donc, est-ce qu'il faut un permis pour construire une paillourde? Ben, je le disais, si on veut construire légalement, oui, il faut un permis, quoi. Et, euh, et alors, est-ce qu'on peut obtenir un permis avec la réglementation thermique 2012, RT 2012, là, ou bien les nouvelles normes RE 2020? Et ben là encore, oui, c'est possible. Il y a en général en dessous de 50 mètres carrés, il y a une réglementation simplifiée. Et donc c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est pas les mêmes dossiers, c'est vraiment plus simple. Et au-delà de 50 mètres carrés, notamment la RE 2020, là, bah, ça devient, enfin, ça, ça- ça devient un peu plus compliqué, mais voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui l'a fait, parce que la RE 2020, elle est en cours là seulement depuis le début de cette année, là, en janvier. Donc, il y a déjà deux permis de paillourde qui sont passés, mais elles faisaient toutes les deux moins de 50 mètres carrés habitables. Euh, donc, je- voilà, là, je pourrais pas en dire beaucoup plus. Et ben, PLU ou PLUI, donc plan local d'urbanisme, de la commune ou intercommunale, voilà, en fait, il y a rien de spécifique à la paillourde, hein, je veux dire à partir du moment où il y a un PLU sur votre commune, un PLU ou un PLUI, bah, il va falloir que le permis fasse avec les contraintes de ce PLU, quoi. Et je sais plus, oui, il y a quelqu'un qui me demandait est-ce qu'il y a des astuces pour que le permis passe, etc. Bon, bah, une des astuces, c'est de faire à moins de 50 mètres carrés, donc ça simplifie beaucoup, mais c'est pas toujours possible, hein, ça correspond pas aux besoins ou aux envies de tout le monde. Une autre astuce, moi, que je conseille à quasiment tous les gens que j'accompagne, c'est de se faire accompagner aussi sur la rédaction du permis par quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, bah, moi, j'ai un copain urbaniste, là, il a travaillé 30 ans à l'urbanisme à Rennes. Donc, c'est lui qui mettait le tampon, savoir si les gens avaient leur permis ou pas. Donc, il sait ce qui passe ou pas, quoi.
Et donc, il aide les gens, aujourd'hui, il est à la retraite, mais il aide les gens à monter leur dossier. Et donc, je pense que des gens ou des assos qui font ça, il y en a un petit peu partout. Et je pense que ça vaut le coup pour quelqu'un qui a jamais monté un permis de se faire accompagner. Voilà, je pense que c'est une bonne astuce. Je te coupe, Purune. Est-ce que tu Ouais. crois qu'on pourrait avoir des contacts de ces personnes-là sur le forum, par exemple, chez Twiza ou... Enfin, est-ce que toi, tu connais d'autres personnes que cet ami de Rennes? Parce que peut-être que tu as, d'autres personnes que tu connais partout en France qui ont construit des yourtes et qui se sont fait accompagner et qui pourraient genre, avoir une mini base de données. Voilà, tu es dans l'Est de la France, il y a Hmm, telle personne, tu es dans le Sud, tu as telle personne. Voilà. hmm. Est-ce que tu crois que ça pourrait se créer, ça? Ou c'est compliqué à ton avis? Moi, j'ai pas la ressource. On pourrait effectivement, à chaque fois que quelqu'un trouve quelqu'un, enfin, se faire un petit carnet comme ça sur le forum, c'est une idée. Après, voilà, ça peut être soit des personnes ressources, soit il y a des architectes qui le font, qui accompagnent les gens dans la rédaction de permis, quoi. Même si ils vont pas après faire le travail de, je sais pas, de maître d'œuvre, etc. Ils peuvent juste accompagner là-dessus. Il y a même certains cabinets conseils qui le font. Euh, je demanderai à mon ami là si lui il souhaite être exposé de façon publique. Public? Ouais, Euh, Ça me paraît pas évident parce que voilà, il fait ça un peu à la marge, quoi. C'est pas, je veux dire, il est retraité, quoi. Donc c'est pas, c'est un truc qu'il fait comme ça de temps en temps, quoi. C'est pas, bien sûr. Euh, mais, euh, mais je lui en parlerai. Et puis je lui demanderai s'il a d'autres contacts de personnes qui seraient susceptibles de faire ça. Yes. Euh, Il y a ok. une question là juste, qui revient sur la démontabilité, et je me dis que ça peut être intéressant. Il dit, pour le sujet réglementaire, un permis d'aménager permet de construire des habitats démontables, d'où le terme de réversible utilisé par Amo Léger, je pense. Mais est-ce qu'on peut défendre la démontabilité des paillourtes? Pas vraiment, On d'après peut, ce que tu as dit. on peut tout défendre, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je crois pas que, enfin, en tout cas, je considère pas que la paillourte est démontable. On peut déconstruire une paillourte et sans laisser beaucoup de traces. Et c'est ça l'idée de réversibilité, c'est que c'est pas forcément démontable pour être remonté, mais en tout cas, on peut remettre le terrain en état plus facilement que si on avait fait des fouilles profondes, des fondations en béton armé, etc., quoi. Donc là, l'impact le terrain est moindre, hein, puisqu'on ne fait que poser des choses en surface quasiment, et il n'y a pas notamment du béton qui est coulé, quoi. Euh, donc en ça, c'est réversible, mais on ne peut pas démonter une paillourte, la mettre dans un camion et puis la remonter plus loin. On peut récupérer tous les matériaux de valeur, mais les bottes de paille enduites, c'est plus simple de les laisser pourrir sur place et d'en trouver d'autres plutôt que de redécouper les murs en bottes de paille séparées, quoi. Donc pour moi, c'est pas démontable. Euh, et alors, on pourrait essayer de concevoir une paillourte démontable, hein. On y a réfléchi avec un couple pour qui, justement, l'idée de pouvoir bouger était vraiment importante. Mais ça augmente le coût énormément, hein. Même une yourte qui est beaucoup plus légère qu'une paillourte, le fait que ce soit démontable, ça amène un coût supplémentaire, quoi. Et c'est pareil sur les maisons en bois, etc. C'est beaucoup plus facile de visser des choses vissées ou clouées que de les monter d'une façon où elles vont pouvoir être montables, démontables souvent, quoi. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais pour moi, ça engendre vraiment un coût et une complication supplémentaire. Voilà, pour la démontabilité. Euh, ok. Ça répond à la question. Ouais, ouais, la personne, Thomas en l'occurrence, a dit merci. Il a dit on pourrait même dire des maisons compostables.
du point de vue de de Ouais, l'impact, ouais, quoi. ouais, bah c'est un des. En fait, dans l'échelle de réversibilité qu'a fait Amo Léger, là, il y a justement cette idée de soit démontable, soit compostable. Et puis, il y a encore quelques autres options dont je ne me rappelle plus. Mais voilà. Et on peut dire que la pailloute, c'est un peu des deux, quoi. Parce il y a des parties qui sont pas compostables, comme les vitres, bien sûr. Et puis la couverture étanche, il y a une membrane sous la végétalisation, parce qu'en général, on fait une toiture végétalisée. Donc cette membrane-là, elle est très pérenne, en fait, a priori, elle a plusieurs centaines d'années devant elle, quoi. Donc si on veut laisser pourrir la maison, il vaut mieux enlever cette couche pérenne et puis l'utiliser pour autre chose, quoi. Voilà, Peut-être une autre question qui vient d'arriver là par rapport justement à l'aspect réglementaire permis. d'accord. Mahissa nous dit, enfin, selon toi, est-ce que les élus considèrent ce type de construction vraiment sérieusement ou est-ce que c'est vu comme un délire de babacool? Elle respecte bien sûr qui sont les babacool, mais voilà, est-ce que Ouais, c'est pris ouais. au sérieux? Eh ben, je pense que ça dépend beaucoup des élus, hein. C'est dur de les mettre tous. Il y en a beaucoup des élus, donc c'est dur de les mettre tous dans le même sac. Euh, j'ai envie de dire, il y en a des biens, quoi, comme Didier Super. Euh, il y en a des biens, et puis il y a des crétins partout aussi, hein, donc y compris chez les élus, quoi. Donc, ouais, c'est délicat de répondre à ça. D'une, euh, Moi, d'une façon générale, partout où on a demandé un permis, on l'a obtenu. C'est arrivé que le maire, ouais, il y a un cas notamment où le maire il faisait un peu la grimace, mais en gros il a dit bah si l'urbanisme dit oui, je dirais pas non quoi. Mais voilà. Aujourd'hui la plupart des maires ils suivent ce que dit la DDTM en fait quoi. Ils se mouillent pas trop quoi. Oui, oui, merci. Ouais, c'était un peu le sens de la question de savoir si justement sur les demandes, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau urbanisme aussi, c'est un type de construction qui est considéré sérieusement, quoi. Et que on le voit pas un peu en mode et notamment sur l'aspect paysage entre guillemets, quoi. Sur le Ouais. délire on voit des endroits où l'urbanisme dit, bon, ben, on va tester des endroits où on va mettre que des constructions type yurts parce que au niveau intégration paysagère, on considère que ça n'a pas la même tranche qu'une maison classique. Et du coup, Hum. c'était un peu d'avoir ton retour d'expérience sur, voilà, quand on présente un permis qui tient la route par rapport à la réglementation, etc. Est-ce qu'on considère encore que c'est une maison bizarre, quoi, et que du coup, elle n'a pas sa place sur ces critères-là subjectifs, quoi. Bah oui, effectivement, il y a une histoire d'intégration. Après, il y a l'intégration paysagère, mais ça dépend ce qu'on appelle le paysage. C'est vrai qu'au milieu d'un lotissement où il y a que des verrues, euh, la pailloute fait tâche, quoi, parce qu'elle s'intègre plutôt dans un paysage naturel, quoi. Bon, après, c'est assez rare que des gens aient envie de faire une pailloute dans un lotissement. Euh, euh, et puis en général, dans un lotissement, il y a un cahier des charges beaucoup plus serré pour qu'il y ait justement une homogénéité de la mocheté des maisons. Et, euh, bon, il y a aussi des jolis lotissements, hein, mais c'est pas le plus grand nombre, quoi. Bref, en tout cas, bon, tout ça, c'est une histoire de goût, hein, mais l'intégration paysagère, moi, la première fois où je suis allé dans un bureau de la DDTM, donc de l'urbanisme, pour suivre le dossier de demande de permis de gens que j'accompagnais. Euh, la personne que j'ai vue, déjà, elle était ravie que je vienne la voir parce que des fois, elle voit que des dossiers. Donc, elle était contente que je fasse le pas de venir lui demander, puis de discuter avec elle, de voir si ça passait ou quoi. Et elle a dit, ah là là, mais en fait, c'est formidable. Si tout le monde faisait des maisons comme ça, ce serait plus joli, machin. Donc, évidemment, c'était son ressenti à elle, quoi. Et ça reste des humains, quoi, hein, même si Ouais. ils passent leur journée à cocher des cases. Ils ont des goûts, quoi. Et on peut très bien tomber sur quelqu'un qui aime pas ça, les maisons rondes ou avec de la végétation. N'empêche qu'au niveau intégration paysagère, si on est dans un bocage avec des champs autour, ben voilà, le fait qu'il y ait des murs en terre et une toiture végétalisée,
je veux dire, au niveau intégration paysagère, c'est dur de faire mieux, en fait, quoi. Mhm. Euh, D'accord. donc, euh, donc il y a les goûts de chacun, et après, il y a le fait que finalement, ils n'ont pas grand-chose à redire, à moins qu'il y ait une contrainte spécifique, c'est-à-dire Mhm. s'il y a un PLU ou s'il y a une chapelle classée dans le coin ou un petit village de caractère ou machin. Normalement, tu construis ce que tu veux, en fait, quoi. Bon, il y a des bourgs aussi où c'est classé, mais bon, d'ici, Mhm. on voit des paillotes dans les bourgs, c'est pas tout de suite non plus. En général, les gens qui vont vers ce genre d'habitat, ils cherchent plutôt un terrain tranquille, voire isolé. Et, et donc, la question se pose pas trop. Mais David Mercereau, qui a un blog très, très bien documenté sur la construction de sa pailloute, faudrait que je mette le lien quelque part après. Ouais, Euh, ouais, bah, si tu peux le trouver et le partager, c'est super. ouais, je vais regarder sinon ouais, sur le forum. Et donc, il a un blog, il n'est pas sur Twiza, hein, mais il a un blog là, sur Internet. Et donc, lui, il a construit dans une zone, c'est pas un lotissement, mais c'est une zone pavillonnaire, quoi. Il a construit sa paillote là. Donc, il n'a pas eu de problèmes spéciaux. Et puis, il a fait, pareil, des enduits. Alors, il a mis un peu de chaux dans son enduit extérieur, mais finalement, ça ressemble quand même à un enduit terre. Voilà, donc je pense que s'il n'y a pas de contraintes écrites, finalement, ils n'ont pas grand-chose à dire, même s'ils n'aiment pas ça, quoi, hein. Ok, non mais super, donc c'est plutôt positif quoi. Du coup, Mhm. même ton retour sur les permis de construire, c'est que c'est quand même plutôt accepté quoi. Ouais, ouais. Mm. Merci. Mhm. Donc, la dernière des questions les plus courantes, là, c'est, oui, alors si je veux construire, quels sont les prérequis? Est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que je dois me faire accompagner? Là encore, ça dépend en fait, quoi. Moi, évidemment, je conseille pas à quelqu'un qui a jamais construit de se lancer tout seul dans la construction d'une pailloute, quoi. C'est pas raisonnable. Mais que ce soit une pailloute ou n'importe quelle autre maison ou même cabane, en fait, c'est bien de partager une expérience ou au minimum de se documenter. Mais bon, on n'apprend pas à partir de rien, on n'apprend pas à faire une maison en lisant un livre ni en regardant une vidéo, quoi. Donc, donc c'est bien, avant de se lancer dans ce genre d'expérience, de se tester, de faire des chantiers participatifs pour voir si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Sur la conception, pour moi, c'est aussi une bonne idée de se faire accompagner en fait par par un ami architecte ou quelqu'un qui a déjà fait sa maison. Voilà, donc de pas se lancer dans la conception d'une maison tout seul, quoi. Même si c'est une maison ultra simple, ça reste une maison. Et donc il y a quand même un minimum de règles de l'art à suivre pour que ça se passe bien, quoi, pour que ce soit pérenne et sécure autant pendant le chantier que pendant la vie du bâtiment après, quoi. Et par rapport à Euh, ça, tiens, j'ai une question, Gurine. Pour moi, tu es un peu aujourd'hui la référence de la pailloute, en tout cas que moi je connais dans le réseau. Il y a un nouveau pro qui est arrivé dans le réseau, qui te connaît et qui a déjà bossé avec toi et qui fait aussi de l'accompagnement de pailloute. Est-ce que vous êtes nombreux à faire ça ou vraiment estampillé, on accompagne sur de la pailloute? Ce que tu dis, demander à un architecte, mais tous les architectes ne sont pas connaisseurs de ce système constructif. d'accord. C'est qui le nouveau Ah bah, je sais plus son nom, mais il m'a dit qu'il allait t'appeler pour savoir si tu étais satisfait du réseau Twiza et après il a adhéré. Alors, je vais pas Ah encore être oui, plus. ok. Oui, oui, c'est mon voisin quasiment, hein. Oui, Donc, c'est ça. ok, C'est ouais. ça, c'est lui. Ouais, ouais, c'est Pierre. Ok. Et, euh, et oui, les gens qui se lancent là-dedans, la plupart du temps, ils se sont formés avec moi, effectivement, parce que bon, la paillote, c'est un peu moi qui l'ai inventé, hein. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui ont inventé la même chose, mais en tout cas, moi, je l'ai pas trouvé dans un livre, quoi. C'est quelque chose que j'ai inventé pour faire ma maison, et puis après, je lui ai donné un nom. J'ai appelé ça la paillote,
Et puis, il y a plein de gens que ça a inspiré, et puis c'est très bien comme ça. Mais effectivement, c'est normal que je sois un petit peu la référence, puisque je suis l'inventeur, quoi. Ok, Après, ouais. du coup, j'ai formé pas mal de gens, et maintenant, notamment en Bretagne, on doit être 5 ou 6 à faire de l'accompagnement. Et puis, il y en a quelques autres dans le sud de la France. Et il y en a quelques-uns qui sont mobiles aussi. Voilà. Donc, les gens qui viennent vers moi, en général, je les aiguille vers la personne la plus proche. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a une bonne moitié. En gros, on va dire qu'on est une dizaine en France, dont plus de la moitié, 5, 6 en Bretagne, quoi. Voilà pour l'accompagnement. Au niveau des formations, jusqu'à cette année, j'étais le seul à proposer des formations. Mais pareil, il y a des gens que j'ai formés et qui commencent à faire aussi des petits centres de formation. C'est en Bretagne aussi, mais en Finistère Sud, côté de Concarneau, là. Euh, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence parce qu'on ne propose pas exactement la même chose. Ce sont des formules différentes, quoi. Puis, de toute façon, il y a vraiment de la marge, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Donc, j'en parlerai aussi un petit peu dans la conclusion. En fait, c'est un petit peu l'avenir, justement, des paillourtes, autant sur le côté chantier individuel et puis sur le côté professionnel, quoi, parce que voilà, on cherche des accompagnateurs on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, en fait, quoi. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini avec cette question-là. Euh, donc voilà, ça c'était les questions les plus fréquentes. Euh, S'il y a encore des précisions qui sont demandées dans le chat sur ces sujets-là, peut-être on peut faire ça avant que je parte sur le déroulé des étapes de la construction. Il est déjà 19 heures, donc dans les Ah oui, questions, quand même. ouais, voilà, si on veut partir sur les étapes que je pense qui peuvent vraiment intéresser, il y a des questions type Ellie qui dit où est-ce qu'on trouve une formation proche de Toulouse. Toutes ces questions, je vais vous inviter on va les poster le replay sur le forum et des questions comme ça qui peuvent resservir à d'autres, genre où est-ce qu'on trouve un formateur, où sont les autres professionnels, et ben, je vous inviterai à les poser sur le forum et Gurun, voilà, tu pourras les répondre sur le forum et comme ça, c'est du contenu qui restera longtemps sur Twiza en termes de ressources, Hum. quoi. Ouais, ok, ça marche. Pour le moment, au niveau formation, j'en connais pas en dehors de la Bretagne. Il y a des accompagnants, mais ils font pas des formations, quoi. Ils accompagnent les autoconstructeurs. Voilà. Mais oui, on pourra préciser tout ça. Donc, on va essayer de continuer d'avancer. Tout. Donc, bon, là, euh, voilà les 7 étapes, grossièrement, de la construction. Alors, bon, c'est ça que normalement je vois sur 2, 3 jours. Donc là, ça va vraiment aller très vite et on va pas rentrer dans les détails, hein. Euh, mais pour avoir une idée du déroulé du chantier, voilà, il y a ces 7 étapes-là. Donc la première étape, c'est l'implantation. Ce que j'appelle l'implantation, c'est tous les travaux de préparation avant la construction elle-même. Donc il s'agit de terrassement, fondation, drainage, hérisson. Donc terrassement, on va creuser ou remblayer pour obtenir un endroit plat. Les fondations, contrairement aux maisons classiques, on va dire, conventionnelles, qui sont en général construites soit en blocs de ciment, en parpaing, etc. Enfin, ce sont des maisons qui sont à la fois très lourdes et très rigides. Donc, elles demandent des fondations solides et rigides aussi. Là, on est sur un habitat qui est beaucoup plus léger, même si c'est pas un habitat léger, c'est beaucoup moins lourd, on va dire, et aussi beaucoup plus souple. Si les fondations d'une maison en parpaing bougent, ce qui se passe, c'est que le mur en parpaing, il casse, en fait, comme du verre, quoi, parce qu'il n'y a aucune souplesse. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fissure sur un mur en parpaing. En général, ça va de la cave au grenier, quoi. Ça casse vraiment comme du verre. Une botte de paille, ça va être plus compliqué de la casser, quoi. Et même une maison en bois, elle casse pas non plus comme ça, quoi. Il y a une souplesse, ce qui fait que même s'il y a des légers mouvements de terrain,
la maison va peut-être se tordre un peu de quelques centimètres, mais c'est pas vraiment un problème, quoi. Donc pour ces raisons-là, on n'est pas obligé de faire des fondations classiques sous une pailloute. Moi, ce que je fais en général, en gros, c'est un fossé rempli de pierres. Donc ça permet d'aller chercher la terre un peu plus stable et puis d'avoir quelque chose de drainant aussi au pied du mur, quoi. Donc c'est une fondation drainante. Alors j'avais prévu un espèce de petit schéma là parce que c'était compliqué de faire une animation, mais bon, je crois que je vais faire le déroulé puis après je vous remontrerai vite fait sur le schéma parce que ouais, je crois que si je montre tout dans le petit timbre poste, la mini photo qu'il y a sur l'écran là, ça va être bon. Je continue le déroulé. Donc voilà, l'implantation, c'est essentiellement terrassement, fondation, donc en gros un fossé rempli de pierres. Le drainage, ben, dans ce fossé, on va poser un drain qui va pouvoir capter l'eau et on va avoir une évacuation, ce qui fait que toute l'eau qui viendrait de l'extérieur de la maison, du sous-sol ou quoi, va être captée et évacuée. Et puis le hérisson, bah en gros, le hérisson, c'est un tas de cailloux qu'on va poser sur le sol naturel, par-dessus les fondations et le drainage. Et ce tas de cailloux, il va nous mettre au sec, en fait, quoi, pour éviter les remontées capillaires, que le terrain soit humide ou pas. Et c'est toujours conseillé, en fait, de mettre un hérisson comme ça sur le sol avant d'y poser la maison. Voilà, donc les murs, c'est la deuxième étape. Donc moi, je fais des murs en bottes de paille, hein, d'où le nom de paille-ourte. Aujourd'hui, j'utilise essentiellement la technique de paille porteuse, enfin une technique de paille porteuse, c'est-à-dire des murs sans ossature bois. Après, il y a quelques exceptions. Enfin, on fait aussi des paillourtes avec des ossatures bois. Ça dépend notamment de la proportion des vitres. S'il y a beaucoup de vitres, bah, il faut mettre un peu de bois autour des vitres, quoi. On peut pas poser la charpente juste sur des vitres, quoi. Donc, ça peut être paille porteuse ou bien ossature bois. Euh, mais avant de mettre la paille, on va faire un soubassement. Donc, le soubassement, c'est le bas du mur. Donc la fondation, c'est souterrain, mais le soubassement, c'est la partie apparente en bas du mur, au-dessus du sol, qui est pas en paille, quoi. On pose pas les bottes de paille au niveau du sol, on met toujours 20 ou 30 centimètres au-dessus du sol avant de poser des bottes de paille. Donc je fais des soubassements en briques de terre cuite, des briques alvéolées, qui sont isolantes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on verra aussi s'il y a des questions après. Donc le soubassement, ce que j'appelle les pré-cadres, c'est bah, surtout si on fait une technique en paille porteuse, si on n'a pas d'ossature bois, pour fixer les portes et les fenêtres, on va avoir un pré-cadre, donc une sorte de gros cadre avec du poteau carré de 10 cm de côté, quoi, du 10-10. Et ces pré-cadres vont nous permettre de fixer les portes et les fenêtres et de garantir qu'elles ne soient pas déformées en fait par le poids de la charpente. Voilà. Donc autour de chaque ouverture, on va avoir un pré-cadre. La troisième étape, c'est la charpente réciproque. Donc, on peut faire d'autres types de charpente sur la paillourte, mais c'est vrai que la charpente réciproque a ce côté à la fois simple, rapide, pratique, pas cher. Voilà. Ma première paillourte, je connaissais pas encore la charpente réciproque, donc j'avais fait autrement. J'avais fait comment dire, une charpente qui ressemblait un petit peu à une charpente de yourte en fait, c'est-à-dire qu'il y avait une roue centrale et puis des perches, sauf que les perches étaient plus grosses que les perches d'une yourte, quoi, puisqu'elles portaient quand même une toiture en lourd, quoi. Mais depuis que j'ai découvert la charpente réciproque, ben c'est ce que je conseille parce que c'est vraiment simple, efficace et pas cher, quoi. Parce qu'on peut le faire en bois rond et comme je le disais tout à l'heure, le bois rond c'est à volume égal à peu près 50 fois moins cher que du bois sorti d'une scierie, quoi. Bah, pour donner un exemple, moi j'ai 24 perches. Pardon?
Voilà. Pour donner un exemple, ma charpente réciproque, elle est faite de 24 perches qui m'ont coûté en gros 2 euros chaque perche, quoi, puisque je les ai achetées le prix du bois de chauffage, quoi. C'est moi qui les ai coupées dans le bois et dans une forêt. Et donc, je les ai achetées 2 euros pièce, quoi. Je les ai payées 2 euros pièce. Donc, ça me fait une charpente à 48 euros, quoi. Donc, évidemment, si j'avais fait ça en bois scié, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher, probablement 50 fois plus cher. Donc, ensuite, la quatrième étape, c'est l'isolation de toiture. Là aussi, je le fais en bottes de paille. Donc, en fait, on a une sorte de continuité entre les bottes de paille des murs, et puis les murs, et puis les bottes de paille de la toiture. Donc, finalement, la paillourde, c'est une sorte d'igloo en bottes de paille, quoi, avec une continuité d'isolation, mur, toiture. Donc les bottes de paille sont posées sur la charpente réciproque. Et par-dessus cette isolation en bottes de paille, on va mettre une couverture. Donc la couverture, c'est ce qui va faire l'étanchéité de la toiture. Cette couverture, elle est réalisée d'abord avec des chevrons, de la volige, et puis une membrane ou une bâche qui va permettre de végétaliser ensuite. Voilà. Il y a d'autres, encore une fois, il y a plein de variations possibles, hein. Moi, en fait, là, dans mon déroulé, là, ce que je vous dis, c'est les options de base qui ont une sorte de cohérence entre elles, quoi. On peut imaginer un autre type de couverture que la végétalisation. On pourrait faire un toit en ardoise, par exemple. Mais du coup, il faudrait peut-être un autre type de charpente aussi, et du coup, une autre forme, etc. Enfin, chaque modification en engendre d'autres, quoi. Donc ici, moi, là, j'ai quelque chose de cohérent, mais qu'on peut adapter en fonction des besoins et des envies. La sixième étape sont les enduits. Donc les enduits que je fais moi essentiellement à la terre. Je n'utilise pas de chaux pour la construction. J'utilise surtout la terre. Donc pour les trois couches d'enduit, la couche d'accroche, la couche de corps et la couche de finition, j'utilise toujours la terre comme base, quoi. Là encore, on pourrait en parler pendant 1 heure des enduits, mais on va essayer d'avancer. Donc, la septième étape, c'est les sols. Donc, le sol intérieur, en général, on fait une petite dalle sur le hérisson, sur lequel on peut mettre un plancher, ou bien on peut aussi mettre de la terre cuite ou de la terre crue. Dans ce cas-là, si on pose un sol en terre cuite ou terre crue, on le fait sur une dalle isolante, quoi. Le plancher aussi peut être fait sur une dalle isolante, mais des fois, c'est plus simple d'isoler en vrac entre les lambourdes, juste sous le plancher. Voilà. Bon, on peut aussi imaginer toutes sortes d'autres sols, hein. Voilà, moi, c'est ceux-là que je préconise parce que c'est ceux qui sont le plus simple et le plus naturel. Mais si on veut faire un béton ciré ou de la moquette, c'est possible aussi. Oui. Voilà. Donc, voilà en gros le déroulé des étapes. Après, l'idée, c'était de passer aux questions plus spécifiques. Mais peut-être avant ça, je vous montre un petit peu le schéma. Je ne sais pas ce que tu en penses au niveau du chrono, là. Ouais, ça peut être bien de voir des images, je suis d'accord, carrément. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant dans le chat, donc si vous voulez des questions, enfin, si vous avez des questions, commencez à les poser dans le chat. Les autres, comme ça, je pourrais aussi les orchestrer dans le timing qui nous reste, c'est-à-dire 20, 30 minutes, quoi. Ok. Vas-y, Du Guillaume. coup, je vais arrêter le partage d'écran pour avoir le plein écran. Alors, j'avais pensé faire ça avec un paperboard au début, et puis finalement, je l'ai fait sur une feuille. Alors, vous allez me dire si ça passe là. Ouh là là, ça va être chaud. Et si, Ouais. c'est bien, là. Ouais, je vais essayer de faire des zooms quand il y aura besoin. Attends, je vais prendre C'est très low-tech, c'est parfait. C'est ça. Totalement dans ta démarche. Je, je vais prendre un support quand même pour un support rigide, là. Pas que ça bouge de trop. Hop.
Voilà, alors je vais baisser un peu ça. Tac. Voilà, donc c'est vraiment un schéma de base hein, parce que on va essayer de voir rapidement. Donc on va commencer par le bas. Donc je vous parlais, donc en gros là le sol naturel a été creusé, on a fait des fossés à l'endroit où on va faire les murs. Donc le fossé il est un peu plus large que le mur et puis il est rempli de cailloux. Il est légèrement en pente vers l'extérieur et en bas là il y a le tuyau de drainage. Donc voilà le fossé de fondation. Il y a le même de l'autre côté, évidemment. Et par-dessus ce fossé de fondation, on a le hérisson. Donc tout ça, tout ce qui est gradué, haché en violet, là, c'est le hérisson. Voilà, ça passe. Oui, ça a l'air à peu près clair. Ouais. Ok, donc sur ce hérisson, on va faire un soubassement en briques de terre cuite. Donc c'est juste une brique là qui fait 20 cm de haut et 30 cm de large. Et donc qui évite d'avoir la paille directement au niveau du sol, quoi. Parce qu'au niveau du sol, il y a quand même des rebonds d'humidité, des chocs. Éventuellement les rongeurs qui pourraient gratouiller ou quoi. Donc c'est bon d'avoir un mur plus solide sur les premiers centimètres. Et on va même faire en sorte que le sol intérieur soit plus bas aussi que les bottes de paille. Donc je ne sais pas si je peux zoomer encore là, mais on voit que le sol fini à l'intérieur, il n'arrive pas à la hauteur de la botte de paille. C'est-à-dire que s'il y a un dégât des eaux à l'intérieur de la maison, la paille ne va pas prendre l'eau, quoi. Bon, ça, c'est des bases de construction paille, hein, c'est pas spécifique à la pailloute. Donc, sur ce soubassement en briques, on va monter autant de hauteur de botte de paille qu'on a besoin. En général, c'est 4 pour les petites paillourtes et 5 pour les paillourtes un peu plus grandes. Ensuite, on a les perches, des perches de bois, donc la charpente, quoi, qui vont venir se poser sur le mur, sans dépasser, en fait. Puis, les bottes de paille qui sont posées pour faire l'isolation de la toiture. Et par-dessus cette isolation en bottes de paille, on a la couverture, donc en verre, là, les chevrons, avec des voliges par-dessus. Et puis, si je zoome, et puis la membrane végétalisée, quoi. Donc voilà, bon, c'est vraiment un schéma de principe, mais c'était pour avoir une petite idée quand même. Et puis la charpente réciproque, elle laisse un trou au milieu et du coup, en général, on met un skydome ou quelque chose qui ressemble, un puits de lumière en tout cas, pour, euh, pour avoir un éclairage zénital, quoi, un éclairage supplémentaire à l'intérieur de la maison. Justement, il y a des petites Euh, questions techniques là sur d'accord. ça. Je garde le dessin sous la main alors Ouais. peut-être. Est-ce qu'il y a une lame d'air sous le platelage qui supporte le PDM pour gérer l'humidité? Et il y avait une autre question un peu dans ce thème qui disait, il n'y a rien, enfin, sous les voliges, elle parlait de vide ventilé, je ne sais pas exactement Ouais, ce que ok. voulait dire Anaïs, mais voilà, toi, tu as certainement compris. Ouais, eh ben oui, c'est une excellente question. Effectivement, sous la volige, il y a une lame d'air. C'est-à-dire que, bon, on le voit pas très bien là sur mon schéma, je vais essayer quand même, mais euh, en fait, sur la botte de paille, là, il y a des chevrons qui sont posés en gros sur la paille. Et donc, entre les chevrons, il y a de l'air qui circule sous les voliges, quoi. Et c'est effectivement important parce que euh, bah, en tout cas, moi, je fais le choix de ne pas avoir de pare-vapeur à l'intérieur. Les enduits d'air que je fais au plafond euh, font une sorte de frein vapeur, mais pas un pare-vapeur. Donc, on a de la vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur de la maison et qui peut circuler au travers de l'isolation, là. Et donc, s'il n'y avait pas de lame d'air au-dessus de l'isolation, cette vapeur d'eau resterait coincée sous la membrane ou sous la bâche de végétalisation. Elle condenserait et donc finirait par faire pourrir la paille, quoi. Donc, effectivement, on a une lame d'air ventilée, c'est-à-dire
entre les chevrons, là, on a une grille de ventilation qui donne accès à cet espace entre les chevrons. Et puis, autour du Skydome, on a des sorties d'air, des petits champignons, comme il y a sur la plupart des maisons, des champignons de sortie de ventilation, quoi. Donc, après, sur la paille, là-dessous, on peut aussi mettre un pare-pluie. Parce que même s'il y a une lame d'air ventilée, il peut y avoir parfois, quand il y a des changements de température importants à l'extérieur, il peut y avoir une condensation sur le PDM quand même. Surtout avant qu'on ait végétalisé. C'est-à-dire si on ne végétalise pas tout de suite, c'est vrai que le PDM, il peut être très froid la nuit et du coup, il peut y avoir un peu de condensation dessus et il peut y avoir quelques gouttes qui couleraient au travers de la volige, quoi. Donc, on peut mettre un pare-pluie sur la paille en dessous des chevrons. Moi, comme j'aime pas trop ce genre de matériaux industriels, ce que je fais en général, c'est que je fais une sorte de pare-pluie en terre. C'est-à-dire que j'enduis la botte de paille aussi sur sa face supérieure. Et donc, c'est pas réellement un pare-pluie parce que c'est pas imperméable. Mais s'il y a quelques gouttes qui tombent là-dessus, la terre va absorber cette eau et puis la réévaporer parce qu'il y a une lame d'air ventilée qui circule en permanence. Alors que si ça tombait sur la paille, l'eau risquerait plutôt de rentrer dans la paille et de sécher beaucoup plus difficilement. Donc le petit enduitaire sur le dessus de la botte fait alors, office de pare-pluie. C'est pas vraiment un pare-pluie, mais en tout cas, ça protège la paille d'une rentrée d'eau, quoi. Et est-ce que tu peux Voilà. préciser l'épaisseur de la lame d'air? Et il y a Pierre-Yves qui demande aussi comment ça se gère au niveau du Skydome, la connexion. Bah là, ça commence à être des détails Ok, vraiment précis. En général, bah, en formation, ouais, je fais un zoom sur le haut pour expliquer comment ça se goupille, etc. Mais là, va falloir 10 minutes rien que sur ce détail-là. Et ok. pourquoi celui-là plus qu'un autre? Enfin, ça va être, pour moi, on rentre un petit peu trop dans les détails. Mais l'épaisseur de la lame d'air, en gros, c'est l'épaisseur du chevron, quoi. Et donc, selon la taille du débord de toit et puis la taille de la paillourte, on va avoir des chevrons qui vont faire 6, 7, 8 cm de haut. Et donc, la lame d'air en fera autant, quoi. Puisque c'est les chevrons qui vont former ce volume, en fait. C'est entre les chevrons et sous la volige que l'air circule. Circulaire. Yes. Euh, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions techniques sur le déroulé? Il y a eu une question de Thomas. Quels sont les avantages de la paillourte par rapport à la technique CST? Alors CST, donc c'est la technique cellule sous tension qui a été inventée par Tom Raven. C'est en fait avec lui que j'ai appris la construction en botte de paille et les enduitaires aussi. Parce que ce que je faisais au village gaulois, c'était de la construction ancestrale, mais on faisait pas vraiment des enduits. On cherchait pas un niveau de finition comme ça. Donc, je me suis formé avec Tom Raven qui a inventé la technique CST. Et donc, ma première paillourte, c'était une variation de la technique CST, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment une ossature bois au sens classique du terme, avec des poteaux, des poutres, etc. Ni même au sens moderne, c'est-à-dire l'ossature bois moderne, c'est plutôt avec des montants, des sections plus petites, mais contreventées avec des panneaux. Donc, j'avais rien de tout ça. Il y avait juste des montants légers avec des colonnes de bottes de paille entre ces montants. Et donc, j'ai fait ma première paillourte en mode CST, en fait. Et, euh, et depuis, ben j'ai essayé plusieurs autres. J'ai fait aussi de l'ossature bois avec des poteaux en bois rond. Mais ce que je préfère, parce que bah, ça économise beaucoup la ressource bois, c'est la paille porteuse, quoi. Donc l'avantage,
c'est pas tellement l'avantage de la paille yourte sur CST, mais plutôt l'avantage de la paille porteuse sur CST. Bah, pour moi, l'avantage principal, c'est d'utiliser moins de bois et donc de faire baisser beaucoup le coût écologique, mais aussi le coût économique, en fait, hein, parce que le bois, voilà, ça se paye, quoi. Surtout, enfin, quand on fait une ossature bois, en général, ben, là, c'est du bois de scierie, donc c'est quand même une ressource assez coûteuse, quoi, par rapport à la paille et à la terre, quoi. Mm. Voilà. Je sais pas si- Non, il y a Thomas qui te remercie, Pierre-Yves qui va venir te voir pour avoir plus d'informations sur les détails techniques, voilà. Donc, je ne sais pas si toi, tu as encore d'autres sujets que tu voulais aborder, mais en tout cas, il n'y a pas de questions complémentaires dans Eh le chat. ben, je vais peut-être repartager l'écran parce qu'il y avait quelques autres questions qui avaient été posées par les inscrits. Donc, c'était des questions qui n'étaient pas... mince, partager l'écran. Ah oui. Voilà, donc des questions un peu plus spécifiques, mais on me demandait par exemple, euh, il y a des trucs qui clignotent sur mon écran, bon, ça y est. On me demandait, voilà, est-ce que on peut transformer une yourte en paillourte? Alors, ben, c'est pas impossible, mais moi, ça me semble pas vraiment intéressant. On va pas gagner vraiment grand-chose à partir d'une yourte, en partant d'une yourte. Parce que il va falloir beaucoup consolider pour pouvoir poser tout le poids de la toiture, etc. Et du coup, ça va revenir quasiment à construire une paillourte autour d'une yourte. Donc, autant enlever la yourte et puis construire la paillourte, quoi. Et, euh, et puis, en plus, bah, si on l'enlève, on peut la monter ailleurs ou la vendre. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, un intérêt, ça pourrait être de ne pas avoir besoin de déménager, de vider la yourte pour construire. Mais en fait, on peut pas vraiment faire un chantier comme ça sans qu'il y ait d'impact sur ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc, ça serait vraiment une grosse complication de construire la paillourte autour de la yourte sans avoir à la vider. Du coup, je pense que ça me paraît tellement compliqué que ben, moi, je le ferai pas, quoi. Voilà. Donc, ça me paraît vraiment plus simple si on veut construire exactement au même endroit, et ben, d'enlever ou déplacer la yourte et puis faire une paillourte à la place, quoi. Il y avait une autre question qui m'a étonné sur le coup, mais c'était est-ce que c'est réalisable par une femme? Alors, oui. Mais je le conseille pas. Et je le conseille pas non plus de réaliser que ce soit réalisé par un homme. En fait, c'est pas la question de homme ou femme, c'est la question du nombre en fait, quoi. C'est pas une femme on peut se mettre à 10 femmes peut-être pour construire une maison, mais construire sa maison seule, qu'on soit homme ou femme, ça me paraît long et puis aventureux. Voilà. Bon, moi, j'ai conçu la paillote pour qu'on puisse la construire seul, mais j'ai toujours été content de le faire à plusieurs, en fait, quoi. Donc, bah, après que la personne qui orchestre ça soit un homme ou une femme, bah, ça dépend plus de ses compétences que de son genre ou de son sexe, hein. Donc, voilà, pour moi, ça change rien, quoi. C'est pas une question. Enfin, enfin, Non, si, c'est une question, mais oui, voilà, c'était ma réponse. c'est une question et je pense que moi aussi j'entends parfois cette question de femmes qui se lancent dans l'autoconstruction et est-ce qu'elles peuvent porter seules un projet d'autoconstruction et tout ça. Et en tout cas, je te rejoins complètement sur ta réponse. Et si vous avez besoin de témoignages ou d'inspiration, et ben sur Twiza, il y a plusieurs femmes qui sont enfin, solo dans ce projet d'auto-rénovation et d'autoconstruction et qui accueillent des bénévoles voilà, pour avoir de l'énergie, pour avoir des personnes avec qui faire. Donc, n'hésitez pas à aller sur des chantiers participatifs de femmes qui se sont lancées dans cette expérience pour vous rassurer, pour avoir des témoignages et pour vous montrer que effectivement c'est bien possible d'être la porteuse de projet et bien sûr derrière d'être accompagnée soit par des professionnels et aussi par des coups de main extérieurs, quoi. Voilà pour ça. Ouais, tout à fait. Euh,
Alors, la question suivante, oui, c'était est-ce qu'on peut faire un atelier dans une paillote, c'est-à-dire un endroit qui soit vraiment lumineux? Donc, j'imagine un atelier peut-être de dessin ou de choses comme ça. Bah oui, complètement. On a fait justement récemment un atelier de tissage. Donc il y a une petite alcôve avec la possibilité d'y dormir, mais c'est avant tout un atelier. Et donc on a fait voilà beaucoup de vitrages sur quasiment toute la moitié sud, un petit peu comme chez Richard et Corinne, une photo que je montrais au début là tout à l'heure. Et en plus de ça, on a un sky dome, donc un éclairage zénital là, un puits de lumière qui amène aussi beaucoup de lumière. Et donc, voilà, ça peut faire des pièces très, très lumineuses, quoi. Donc, il y a pas de problème. Il y a des petites spécificités, c'est-à-dire que ben, aux endroits où on a effectivement beaucoup de vitrage, on va devoir la vitre n'est pas porteuse et il n'y a pas assez de paille pour qu'elle soit porteuse non plus. Donc, à ces endroits-là, on va mettre des poteaux, quoi. Donc, on va avoir une façade bois et verre, en fait. Après, le bois peut disparaître ou pas. Mais on pourra faire le reste en paille porteuse ou en CST ou en poteau-poutre. Mais en tout cas, là où il y a beaucoup de baies vitrées, ben, on met une ossature, quoi, des poteaux en bois. Voilà. Donc après, j'avais proposé qu'il y ait un temps pour des questions supplémentaires. Je ne sais pas s'il reste encore vraiment du temps, mais ouais, on approche. On approche de la fin, mais on peut en prendre quelques-unes. Et j'ai Sylvie qui m'a posé à moi dans le chat en perso. Est-ce que tu connais des endroits où il y a des yourtes, pas des yourtes, des paillourtes, où on peut passer la nuit, expérimenter, enfin, toi, vivre l'expérience de la pailloute Hum. pour décider d'après de se lancer ou pas, et des pailloutes faites bah, selon le modèle que toi tu proposes, mais en même temps, c'est ton modèle. Ouais, bah il y en a une chez moi. Alors il y en avait une parce qu'en ce moment il y a quelqu'un qui passe du temps régulièrement. Euh, c'est une bonne question. Il faudrait que je refasse un petit recensement. En tout cas, ben, moi, quand je fais mes formations, je les fais chez moi dans ma paillourte. Et puis, il y a deux, trois paillourtes autour qu'on peut visiter. Et après, pour y dormir ou y passer du temps, bah, il y a à Melvin, il me semble que c'est possible. Donc, le petit centre de formation qui est en cours, enfin, qui est en train de se faire, quoi, à côté de Concarneau, Finistère. C'est possible. Il y a eu plusieurs fois des projets de camping ou de village de paillourte. Je sais pas si ça s'est fait. J'ai eu je sais pas comment dire, voilà, des gens qui sont venus vers moi pour se former, et s'informer avec un projet comme ça, et je sais pas ce que c'est devenu finalement. Donc ouais, je peux pas en dire beaucoup plus là. À part chez moi et à Melvin, je connais pas trop. Melvin, c'est chez Love Shack ou pas, le centre de... Non, c'est à Pas du côté. tout. Ok. Ouais, en fait, c'est l'ancien camping municipal qui se transforme en tiers-lieu apprenant. C'est-à-dire que ça devient un tiers-lieu, un endroit de transmission, notamment autour de la construction, quoi. Trop bien. Et, euh, et donc, bah, il y a Léa et Pauline qui ont lancé ça. Léa plus sur le côté technique et Pauline sur l'organisation. Bon, voilà, elles ont lancé ça à deux, mais je crois que c'est une asso qui grossit un petit peu. Et donc, bah, elles ont fait leur deuxième paillourte cette année et il y a l'idée de faire une sorte de petit village et de camping, un endroit où à la fois on puisse justement venir résider de façon temporaire et puis apprendre en faisant un autre chantier, quoi. Voilà. Ok. Donc, et voilà, je pense qu'à l'avenir, ce genre de lieu devrait se développer un peu partout, quoi. Mais pour le moment, voilà, c'est en Bretagne. On est à la pointe. Je sais que Sylvie est de Quimper, donc Ah bah, et je découvre qu'ils ont une page sur sur Twiza. Ils ont dû arriver pendant mon congé mat, je connaissais pas Kerbousier, donc c'est ça. je vous partage à tous si ça vous intéresse dans la discussion. Voilà, donc il y a toutes les infos sur Twiza que je ne connaissais pas. Merci. Hmm.
D'ailleurs, est-ce que les partages que vous faites, toi ou les autres, est-ce qu'on les retrouvera peut-être dans la description de la vidéo, du replay ou comment Euh, c'est pas si simple à exploiter. Si tu en as vraiment l'envie, je pourrais te le renvoyer, mais c'est pas facile à republier derrière. D'accord. Ce que j'inviterais les personnes à faire, c'est qu'une fois qu'on va avoir publié, qu'on va avoir remis le replay sur YouTube, on va faire un post sur le forum. Comme Hmm, ça, il y aura un truc qui restera sur le forum et s'il y a des échanges qui veulent se faire, eh ben, on les refera en dynamique et a posteriori, en fait. ok. Voilà. Et parce que la vidéo du replay, elle serait sur YouTube aussi, Ouais, probablement. Ça. oui, oui, sur le D'accord. YouTube de Twiza. Ok. Parce que dans la description, peut-être on pourra mettre quelques liens au moins pour un Yes. minimum. Je pense que je vais faire un Linktree ou un truc comme ça pour, pour, pour avoir une page où il y a plein de liens vers d'autres ressources, quoi. Mais bah, on pourra aussi le mettre dans le forum. Hein. Ouais, dans le Mais forum. je me, Et si tu l'as mais fait je- rapidement, je pourrais le mettre aussi sur notre YouTube sans problème. d'accord. Voilà. Ok. Super. Bon, moi, je sais pas s'il y a encore. Donc, où peut-on revoir la vidéo? Eh ben, on va renvoyer donc, cette vidéo. Là, elle s'enregistre. Le temps que je la télécharge, que je la mette sur YouTube et que mon collègue refasse un mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites, vous recevrez un mail. Et après, sur le site de Twiza, il y a les rendez-vous des pros. Et là, vous avez tous les replays de tous ces rendez-vous qu'on fait 2 fois par mois. Donc, sur toutes les thématiques. Donc, sur le site web, vous les retrouvez. Sur le YouTube de Twiza, vous les retrouvez. Voilà. Et sur le forum, dans l'idée maintenant, dans quelques jours, semaines, vous taperez Payourt avec l'outil de recherche. Et bien sûr, vous retrouverez aussi ce replay et éventuellement toutes les discussions qui vont se lancer suite à cette discussion, enfin à cette visio. Ok. Eh ben, j'avais oublié En une conclusion. diapositive là. Bah, c'était la conclusion, ouais, c'est ça. Et du coup, j'en ai un petit peu parlé justement de l'avenir de la payourte. Là, ça se développe pas mal. Il y a de plus en plus de demandes. À chaque fois qu'il y a un chantier, le bouche à oreille augmente aussi. Twiza fait beaucoup pour faire connaître. Le fait que la plupart des chantiers payourte sont des chantiers participatifs sur Twiza, euh, voilà, ça participe à faire connaître aussi ce concept. Euh, il y a de plus en plus de demandes. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais de moins en moins de chantiers, de plus en plus de formations pour former les autoconstructeurs, mais aussi pour former des accompagnants. Et donc, si vous êtes intéressé soit par la construction, soit par l'accompagnement de la construction, ben voilà, je propose des formations et je sais pas comment dire, je fais de l'accompagnement d'accompagnants aussi. C'est-à-dire que je fais de la supervision pour ceux qui débutent en tant qu'accompagnants, pour aider à lancer des accompagnants qui petit à petit vont devenir autonomes, quoi. Parce que c'est pas évident de s'inventer accompagnant du jour au lendemain non plus. Donc, pour pouvoir le faire progressivement, je propose de superviser le chantier. Et donc, voilà, tout ça se fait, je sais pas comment dire, euh, en fonction enfin, le trajet, il est à la carte, en fait, quoi. Ça va être en fonction des besoins de chacun. Il y en a qui vont être très à l'aise sur le côté technique et puis qui vont être plus en questionnement sur l'animation, le rapport aux clients, le rapport aux bénévoles, etc. Et puis d'autres, au contraire, qui sont très à l'aise avec le côté animation et qui vont avoir plus à creuser le côté technique. Bon, c'est à chacun de voir et à chacun de me demander quand est-ce qu'il a besoin de soutien, en fait, quoi, que ce soit sur la technique ou le reste. Et voilà, donc ça, c'est l'accompagnement ou la supervision de nouveaux accompagnants pour le côté pro. Euh, Et en termes d'auto-promo, là, il y a Pierre-Yves qui demande est-ce que tu fais des formations pendant l'hiver? Enfin, il parle de l'hiver 2024, mais bon, là, rapidement, c'est quoi tes prochaines je fais les formations? formations plutôt en hiver parce que c'est le moment où il y a le moins de chantiers. Yes. Donc c'est ça, je fais plutôt les chantiers en hiver, les formations, pardon, en hiver. Alors cette année, j'en ai plusieurs qui ont sauté parce que j'ai eu des soucis de santé et puis il y a eu aussi je sais pas, une grosse baisse sur les inscriptions. Alors
aussi sur les chantiers participatifs et sur les formations. Donc c'est pas seulement pour les paillotes. J'ai entendu plusieurs copains qui ont eu un peu de mal à trouver des bénévoles cette année sur les chantiers, quoi, et qui du coup se demandaient voilà, si c'était le bénévolat qui était en baisse ou si c'était Twiza ou si machin. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, ils avaient dû chercher des bénévoles par plusieurs biais pour réussir à faire leur chantier, quoi. Je sais pas si tu as eu écho de ça, Amy. Ouais, Yeah. on a entendu ça aussi. Il y a eu un gros pic de bénévolat pendant le Covid parce que les gens ne pouvaient pas sortir de France et tout le monde était, ouais, trop bien, je vais faire un truc en France. Et puis après, il y a eu cet effet, ah bah d'un coup, ils sont plus là. Mais en même temps, la communauté Twiza augmente. Donc Ouais, c'est ça. voilà, il y a. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des bénévoles qui, après 2 ou 3 ans de chantier participatif, se sont lancés dans leur chantier aussi. Et du coup, maintenant, il y a plus de chantiers et un peu moins de bénévoles. Bon, après, on verra bien l'année prochaine, hein, mais voilà. En tout cas, pour répondre à la question, oui, je fais des formations et plutôt l'hiver. Ça m'arrive d'en faire aussi à d'autres moments de l'année et je publie mes dates justement sur ma page pro, là, sur guruntwiza.org. Et, et voilà. Et pour finir, je voulais dire un mot sur les dômes en paille. C'est pas le sujet puisque c'est pas vraiment des paillourtes, mais en fait, bah après avoir construit des paillourtes pendant 15 ans, là, ça me, ça me travaillait un petit peu de passer à autre chose. Et du coup, là, depuis 2 ans, je construis aussi des dômes en paille. Donc c'est un autre concept. On va encore un peu plus loin dans la rondeur, hein, puisqu'on est quasiment sur la demi-sphère, quoi. Et, mais avec un petit peu les mêmes principes et les mêmes valeurs de simplicité et d'économie de matériaux. Donc, bon, peut-être qu'un jour, je ferai une autre présentation sur les dômes, ou en tout cas, bah, parmi les chantiers que j'accompagne et qui sont visibles sur ma page pro, il va y avoir de plus en plus de chantiers dômes, quoi. Il y en a déjà un de l'année dernière et puis il y en aura un autre cette année. Et voilà, c'était la petite pub pour les dômes en passant. Est-ce que tu as une Bah, photo sous la main des dômes? Et puis ça sera, parce que c'est la dernière question, et après je ah pense qu'on oui, s'arrêtera. c'est une excellente question. Alors, j'en ai pas sur cet ordinateur parce que j'ai dû utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Bah, c'est très bien, tu viendras le poster sur le forum et ça motivera Ouais, tout le monde à aller voir ce qui va se passer d'accord. en Ok. post-visio. Et ben ouais. Sinon, oui, il y en a visibles sur Twiza en fait, hein, bah, sur ma page pro, il y a un lien vers le chantier Dôme que j'ai, je sais pas comment dire, accompagné, quoi. Et donc, Ok, il y a des photos. Mm. parfait. Euh, Ah, juste un mot sur l'entretien de la paillourte. Bah, l'entretien de la paillourte, tu as dit que c'était comme une maison classique. D'abord, c'est ça, hein. Et ça, moi, j'ai pas d'aspirateur, donc je passe le balai. Non, j'imagine qu'il parle de l'entretien extérieur plus ou faire des enduits, etc. Peut-être, oui, probablement, oui. Comment ça? Euh, Bah ouais, c'est un petit peu comme une autre maison. Les enduits-terre sont beaucoup plus résilients qu'on ne croit. En fait, moi j'ai des enduits-terre voilà, qui ont. Alors, ils n'ont pas 16 ans parce que la première année, j'avais fait plein d'expériences et du coup, il y en a qui ont été moins probantes que d'autres. Et finalement, les plus probantes, c'était les plus simples, c'était juste des enduits terre-paille. Et donc, j'ai refait une couche, 2 ou 3 ans après, j'ai refait une couche de terre-paille partout autour. Donc, ces enduits-là, ils ont 13 ans. Et voilà, ça bouge pas trop, quoi, hein. Donc, il y a une légère usure en surface, mais qui est très progressive. Et, euh, et donc, bah, on peut imaginer voilà, de refaire l'enduit de finition selon l'exposition, le climat, etc. On va faire une fourchette large, quoi, tous les 10 à 30 ans, quoi. Mais finalement, on se rapproche assez des ravalements de façade qui se font sur la plupart des enduits, quoi. C'est rare qu'il y ait des enduits ou des peintures qui tiennent plus de 20 ans, quoi. Donc, finalement, on est sur de l'entretien assez classique, quoi. Sauf que là, on peut le faire soi-même à pas cher avec la terre du terrain, quoi. Voilà.
Super. Eh ben, je pense que là, à 19h41, tu as rempli le challenge de répondre à pas mal de questions, enfin beaucoup de questions et de donner plein d'informations sur les paillotes en 1 h 30. Ok. Merci à toi d'abord, et puis merci à tous les participants qui sont restés quasiment tout le long là. Voilà, on a été une grosse quarantaine pendant toute cette visio et restés jusqu'au bout. Donc, comme je vous ai dit, tout va arriver par mail, le replay sur le forum. Allez voir dans quelques jours en tapant le mot pailloute. Tout ça devrait être en ligne très prochainement. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Et puis, je reste avec les 2 membres actifs et avec Gurun pour un petit débrief. Bonne soirée à tous. Merci.